Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestois, Brestoises, nous sommes le mardi 30 avril. Brest vient de se qualifier pour la Coupe d'Europe et vous qui nous écoutez en 2050 pour vous souvenir, nous vous saluons. Bienvenue pour ce 100e épisode de Brest On Air, un épisode naturellement doublement légendaire évidemment puisque c'est l'épisode 100 de ce merveilleux projet débuté en 2019 lors de la remontée du club et légendaire surtout parce que c'est l'épisode qui va discuter de la qualification officielle du Stade brestois pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Est-ce qu'on s'en rend compte? Peut-être pas encore, vraiment, messieurs Fanch, Yann, vous êtes évidemment avec moi, toute l'équipe qui est là pour ce 100e épisode, pour discuter Coupe d'Europe. On ne s'imaginait clairement pas faire cet épisode il y a 5 ans quand on a commencé ce podcast et pourtant nous y voilà, messieurs, quelle aventure et merci naturellement au Stade Brestois de jouer le jeu pour ce 100e épisode spécial Coupe d'Europe. Comment allez-vous, messieurs? Eh bien écoute, bonjour à tous, 100e épisode. Bon, en réalité c'est peut-être le 105e ou 110e, je sais pas. Mais évidemment très heureux de pouvoir faire coïncider ce 100e épisode avec une qualification européenne. Tu l'as dit, on a commencé le podcast il y a 5 ans, et ça fait d'ailleurs même bien plus longtemps qu'entre nous, avec Yann et toi, et d'autres d'ailleurs, qui se reconnaîtront, on débriefe les matchs après, parce que on a déjà commencé en Ligue 2. Et voilà, de voir où on en est arrivé aujourd'hui, ça fait plaisir. Certains parlent de mérite, d'autres disent que voilà, c'est inespéré. Peut-être un peu des deux, mais en tout cas, c'est extrêmement réjouissant à vivre et je suis très heureux de pouvoir le vivre à mon âge et de pouvoir pleinement en profiter en tout cas. Dans la force de l'âge, dirons-nous. Yann, depuis dimanche, est-ce que tu t'es remis un peu de tes émotions, toi qui étais dans le parcage? Pas vraiment. Toujours un peu sur notre planète. C'est fait, mais ça n'a jamais finalement été aussi peu concret qu'aujourd'hui. L'épisode 100, ça fait un mois qu'on en parle, ça fait un mois qu'on prépare des petits trucs, on dit comment le faire. Et depuis dimanche, je me retrouve à me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, on y est. On y est. C'est beau, les amis. Ouais, tous les problèmes sont passés au deuxième plan. Vraiment, on ne pense qu'à la Coupe d'Europe l'année prochaine. Et en plus, évidemment, quel scénario pour cette qualification? Une victoire 5 buts à 4 à Rennes. Comment t'as vécu toi le match en parkage? Comment déjà était le parkage? J'imagine que l'ambiance devait être assez dingue. À la télé, déjà, on le sentait, on l'entendait, que le parkage brestois était bien vivant et aux aguets pour cette rencontre. Comment ça s'est passé de ton côté, Yann, le match? Mais comme vous, au niveau de la télé, des hauts, des bas, des émotions dans tous les sens. Je, je vais pas mentir, j'avais pas prévu d'y aller, j'étais un peu démotivé. Et finalement, c'est le jeudi, vendredi, c'est sur un coup de tête pour aller accompagner un ami. Je fais, allez, j'y vais. Et tu arrives dans un parcage plein, un parcage extrêmement bruyant. J'ai fait plusieurs parcages cette année, que ce soit Paris ou Lorient. C'était très clairement le meilleur parce que il y avait le côté derby, c'est important. Il y a le scénario qui est fou. Et finalement, peut-être dès le début, il y a eu un sentiment que c'était aujourd'hui. Alors après 10 minutes, c'était plus trop l'état d'esprit. Mais je sais pas, tu rentres dans le stade et tu te dis, bon, c'est pour aujourd'hui. Et ça a été pour aujourd'hui. Effectivement, un très très beau parcage du début à la fin, dans un très très beau stade, une très très belle atmosphère. Enfin, tout était réuni. C'est-à-dire que même sans la qualification, je pense que ça aurait été une des plus belles histoires du Stade Brestois. Et là, tu rajoutes ça, enfin, waouh, 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 waouh. D'ailleurs, tout le monde s'est empressé de télécharger la rencontre. Fanch, tu fais partie de ces gens-là pour évidemment garder une trace de cette rencontre pour les années à venir. C'est un des Pour voir matchs le un peu. 5e but déjà. Effectivement, toi qui l'as manqué en direct. Moi, j'ai manqué le but de Camara puisque mon stream avait décidé de sauter le but de Camara. Je suis passé de 3-2 à Arthur Théâtre qui
arme sa frappe, mais enfin c'est pas très grave, on l'a vu après, et grâce au téléchargement du match aussi. Mais c'est vrai qu'on s'est tous empressés de garder une trace de ce match parce qu'on sait qu'on s'en souviendra pour des années, des dizaines d'années encore de cette rencontre, quoi. C'est un peu l'équivalent à un peu moindre échelle finalement, puisque c'était pour la montée en Ligue 1 du Brest-Lorient 3-2, quoi. C'est la saison un peu magique de la remontée. Mais là, clairement, c'était encore un autre niveau et toi aussi, Fanch, t'as voulu garder une trace de cette rencontre. Ouais, bien sûr. Légendaire. J'ai gardé une trace déjà en téléchargeant le match parce que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement de toute façon pour garder des traces des matchs qui m'ont marqué. Alors si je faisais pas celui-là, évidemment, ça n'avait pas de sens, hein. Mais je sais que dans quelques années, je serai très heureux de les revoir et nul ne sait où on sera. Peut-être qu'on sera en Ligue 2, peut-être qu'on sera en National, comme Auxerre qui a joué Ligue des Champions il y a 10 ans et qui aujourd'hui, même s'ils sont bien placés en Ligue 2, est quand même n'est plus dans l'élite du football français. Donc c'est des moments très précieux. J'ai également été acheter l'équipe, bien sûr. Je pense que vous aussi, je crois que vous l'avez fait, pour également conserver une trace papier de cet événement, hein. Je crois que Yann, tu dois avoir toutes les équipes qui ont fait la une sur Brest cette saison. Moi, quasiment aussi. On doit pas loin d'être au niveau de la dizaine, je pense. Plus. Plus même des unes locales. Donc c'est une locale et nationale confondues pour certaines d'entre elles. Donc c'est extrêmement plaisant. Et puis ensuite, quelques souvenirs qui sont restés également gravés dans ma mémoire avec le retour des joueurs à Francis Deblé en votre compagnie le soir même. C'est clairement une journée que je ne suis pas prêt d'oublier. Ouais. Je réagis peut-être à chaud, mais je pense que ce match est le plus beau et peut-être le plus important de l'histoire du club en 70 ans. On n'a pas tous les détails, en tout cas de notre vivant, nous qui avons environ 30 ans. Est-ce que, par exemple, tu vois, est-ce que tu peux dire que c'est plus important qu'une remontée en Ligue 1? Je sais pas, c'est difficile de Oui, comparer les époques et de comparer les tenants et les aboutissants, parce que finalement, une montée en Ligue 1 t'apporte peut-être plus de certitude qu'une qualification en Europe. Si, par exemple, tu joues l'Europa League, qui t'apportera certes de l'argent, mais pas non plus des revenus extravagants, comparé à une Ligue des Champions. Peut-être qu'une montée en Ligue 1, au moment où elle est arrivée, était peut-être plus importante pour le développement du club, mais toujours est-il que sportivement, et si moi, je dois citer à quelqu'un à qui je dois présenter le Stade Brestois et qui me demande que c'est quoi en fait les meilleurs moments du Stade Brestois, ce match à Rennes sera naturellement dans le top 3, c'est sûr. Il y aura le match contre Tours sûrement aussi, Le match contre Tours, le la match contre remontée. C'est vrai que Saint-Etienne, c'était quand même un match assez ouais, bien sûr. important avec une remontée des abysses, hein, puisque le club avait été relégué administrativement. On va pas refaire l'histoire, surtout qu'il y a certainement d'autres personnes qui sont mieux à même de la raconter que nous. Mais c'est vrai que c'était quand même un match très très important et la fête qui en a suivi le démontrait aussi. Mais d'un point de vue, on va dire que c'est un peu plus normal d'un point de vue stade brestois, alors que ici on rentre presque dans le paranormal avec 5 buts marqués à Rennes, le but dans les arrêts de jeu après avoir été remonté de 2 buts, la qualification en Coupe d'Europe. C'est un tout, hein, qui fait que cette journée restera gravée dans les mémoires de tout le monde, et c'est même plus que cette journée, c'est l'enthousiasme qu'on voit autour du club depuis naturellement depuis le début de la saison, mais encore plus depuis ces 2 jours. L'impression que, en tout cas de mon côté, hein, mais le sourire n'arrive pas à redescendre. Même les gens, hein, qui supportent le Stade Brestois, avec qui on discute, c'est vraiment un immense plaisir, et en fait, on discute avec un sourire, quoi. On sait qu'est-ce qu'a vécu l'autre personne. Voilà, on a des souvenirs communs, et c'est vraiment un plaisir monstrueux que nous offre le club cette saison, les joueurs cette saison, et pourvu que ça dure, hein, pourvu que ça dure. Il reste quand même 3 matchs, donc bon, c'est pas Pour fini. l'instant, il y a très très peu de fausses notes. C'est très rare sur une saison d'avoir quasiment un aspect linéaire comme ça de réussite. Alors évidemment, il y a eu des défaites, mais ça c'est logique. Même le PSG en a connu une. Pourtant, si je cherche, il y a très peu de moments de crise, très peu de moments de doute, très peu de moments où on a été extrêmement déçu par l'équipe. Parfois, il y a même quand on est supporter et qu'on réagit à chaud, qu'on est vraiment pris par l'enjeu de la colère. Pas du tout. Même dans les défaites cette année, il y a eu toujours beaucoup de fierté
et beaucoup d'espoir qui demeurait malgré voilà, les scénarios parfois qui étaient un petit peu défavorables. Je pense au match à Lyon, qui lui aussi restera finalement, même s'il est un petit peu éclipsé par celui de Rennes, qui restera comme un grand match de cette saison, malgré la défaite. Je pense qu'on en parlera encore longtemps de ce match à Lyon et de ces 10 minutes où on renverse tout avant de se refaire renverser derrière. Et puis des signes, on peut en voir un petit peu partout. C'est vrai d'aller trouver et d'acquérir la qualification officielle en Coupe d'Europe sur le terrain de Rennes, qui est un petit peu quand même le pavillon témoin du foot breton, avec beaucoup d'argent, un petit peu qui représente la Bretagne en Europe depuis maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps Rennes se qualifie en Coupe d'Europe, mais ça fait plusieurs saisons consécutives, au moins 5 je pense, un truc comme ça. L'année dernière, c'est eux qui viennent à la dernière journée accrocher l'Europe chez nous en gagnant 2-1. Cette année, c'est l'inverse. Et j'ai vu pas mal de vidéos de supporters rennais ou de commentaires de supporters rennais. Beaucoup étaient assez admiratifs, ou en tout cas avaient du respect pour le travail effectué par le club brestois. Et c'est assez agréable aussi de voir que finalement, au-delà des supporters de Brest, même si l'avis des autres, vous allez me dire, nous importe peu, il y a quand même un certain respect. L'équipe a imposé le respect au-delà de ce cercle de supporters. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fort et ça montre vraiment la qualité du travail et l'ampleur de la performance réalisée cette année. En fait, les avis nous importent peu quand ils sont négatifs. C'est ça. Quand ils sont positifs, on les prend avec plaisir. S'il y a une unanimité d'avis négatifs sur quelque chose, vraiment un tollé sur un sujet, tu peux te dire effectivement peut-être, je sais pas, il y a peut-être une raison pour laquelle Oui, on c'est est vrai. détesté, pour laquelle, je sais pas, telle personne ou tel joueur n'est pas aimé parce qu'il a effectivement un comportement un peu détestable. Et là, pour le coup, j'ai vu des messages de Stéphanois, d'Auxerrois, de Lensois, pas de Lyonnais, pas trop, ni de Marseillais, qui eux ont un petit peu la haine, parce que forcément, quelque part, on prend leur place, et je mets de grosses guillemets, parce que cette place n'est réservée à personne. Et Dieu merci, on n'est pas dans cette logique de Super League qui aurait empêché tout simplement le Stade Brestois de participer, de se qualifier à l'Europe. Hein, c'est comme ça. C'est assez agréable finalement de voir que le Stade Brestois demeure également un club familial et sympathique, et quand même un club extrêmement performant cette année. Et ça montre aussi que le Stade Brestois a mérité sa place. Et nous, on est les premiers à le voir chaque semaine sur le terrain. C'est à travers ce match aussi, c'est le Stade Brestois qui a remis l'église un peu au milieu du village, avec moins de polémiques arbitrales, plus de jeu. Même si on a aussi cru à un moment donné que l'histoire allait se répéter entre le match de Lyon et celui de Rennes, on a senti quand même le vent tourner très rapidement à 4-3, avec un Stade Rennais qui semblait plus prompt sur chaque ballon, beaucoup plus offensif que le Stade Brestois, et on sentait que c'était un peu... on imagine que les joueurs aussi y ont pensé naturellement à ce match contre Lyon, même le match contre Monaco. Voilà, c'était une série un peu négative là depuis 2 semaines, mais cette équipe un peu a montré que par le jeu, que par les coups de pied arrêtés, que par tout, hein, puisque il faut les mettre les 5 buts à Rennes quand même. Hein, c'est pas bien sûr la défense rennaise est quand même assez catastrophique, on va pas l'oublier, mais quand même c'est assez... Enfin, c'est devenu presque, on va pas dire banal, mais il faut se rendre compte quand même de l'exploit d'aller mettre 5 buts au Roazhon Park contre une équipe, tu l'as dit, qui se qualifie très souvent en Coupe d'Europe, hein, qui est une des plus régulières en Ligue 1 ces dernières saisons. Enfin, il faut pas banaliser l'extraordinaire de cette saison brestoise, et vraiment, mais quel immense plaisir de suivre cette équipe semaine après semaine cette saison. Vraiment un pied monstrueux, et on a la chance que ça se termine, que ce ne soit pas encore terminé et qu'il reste encore 3 matchs. Et depuis dimanche, on se dit vivement samedi, hein, vivement samedi, parce que ça risque d'être J'ai eu très peur sur quand Théâtre marque le but du 3-2, c'est ça? Du 4-3, pardon. du Le but 4-3, du ouais. 4-3. Et j'ai revu le scénario lyonnais. Et puis le 4-4 arrive finalement pareil, un petit peu comme à Lyon, hein, à peu près une dizaine de minutes plus tard. Et je vois la réaction, et je l'ai revu en regardant le résumé plusieurs fois. Regardez la réaction des joueurs brestois, Del Castillo, Mounier, mais ils sont furieux. Tu vois Del Castillo qui se prend la tête dans les mains, Mounier qui est absolument fou de rage, et tu te dis, ils doivent se dire, je pense, c'est pas possible. Et d'ailleurs, le commentateur le dit,
lorsque Del Castillo sort juste avant le coup franc quelques minutes avant le coup franc de Pereira Lage qui amène le but de Brassier, d'ailleurs but sur lequel Yann va revenir, je crois. Il dit à Eric Roy, on est des cons, on n'a pas le droit de faire ça, quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment un sentiment de colère de leur part. Et je sais pas comment on aurait réagi après un 4-4, comment est-ce qu'on aurait débriefé, est-ce qu'on aurait été heureux. Le point aurait quand même accordé la qualification en Europe, mais je sais pas si on aurait eu le même discours. Là, évidemment, le cinquième but qui arrive comme, enfin, c'est l'apothéose. Je veux dire, à la 97e minute, il y a rien de plus beau qui pouvait arriver comme scénario, même si on avait voulu l'écrire. Je pense que si j'avais voulu l'écrire un roman sur une saison fictive du Stade Brestois, j'aurais pas été jusque là, je pense. Et là, Ouais, même une victoire 2-0 aurait été un peu moins ouais, là, extraordinaire, quoi. Là, c'est. une victoire de 0, on s'en serait souvenu, mais peut-être qu'elle ne serait pas entrée aussi rapidement et à ce niveau-là dans l'histoire du club. Et c'est indescriptible. Je pense que c'est absolument indescriptible pour quiconque n'est pas supporter de Brest, je pense, de ce qu'on a vécu dimanche. Ouais, c'est très compliqué. Tu l'as dit, c'est important de le dire. Un match nul, ça suffisait. Et pourtant, enfin, je sais pas, il y a eu cette sensation, et je pense que c'est une conviction interne de l'équipe, que de toute façon, se qualifier avec un match nul, ça les intéressait pas. Il fallait aller le gagner. Et ils l'ont gagné sur un but de Lilian Brassier. Et finalement, je pense que c'est le deuxième plus beau symbole possible. Le premier, c'est évidemment Chardonnay, qui est l'enfant du club. Mais Brassier, c'est quoi? Brassier, c'est le joueur recalé de Rennes parce que pas assez bon. C'est le joueur qui arrive à Brest, qui met du temps, met beaucoup de temps à arriver à son niveau, mais qui n'a jamais ouvert sa gueule, qui a travaillé dans l'ombre sans jamais parler. C'est le mec qui a accepté de se remettre en question, qui a fait changer beaucoup de choses, qui a progressé à vitesse grand V, qui a toujours tout donné sur le terrain. C'est aussi quelqu'un qui aurait pu partir cet hiver, qui peut-être aurait dû, même d'un plan purement sportif, mais qui fait le choix de rester à Brest cette saison parce qu'il est reconnaissant, parce qu'il sent qu'il peut marquer l'histoire de ce club, de cette ville, de cette région. Et finalement, voilà, c'est face à son ancien club qui vient marquer le but de la qualification. Et je trouve que ça dit tout. Ça dit tout de Lilian Brassier, ça dit tout de l'esprit brestois que finalement, lui, le Rennais de naissance, représente presque mieux que quiconque. Ça fait 3 ans qu'il est là, 3 ans qu'il se fait chier dessus par tout le monde, enfin 2 ans et demi, et il n'a pas moufté, et aujourd'hui, voilà, il peut le dire, la Coupe d'Europe, c'est grâce à lui. Lui, il va en Europe. Lui et les autres, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais le symbole est très fort. Je veux dire, si c'est un Kenny Lala qui marque, c'est génial pour Kenny Lala. Enfin, c'est pareil pour Mounier, pour Satriano, mais là, en plus, c'est quelqu'un qui marque pas souvent. Enfin, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble qui fait que je pense le meilleur symbole, ça a été Chardonnay, mais le deuxième, c'est lui, très clairement. Alors, tu demandais, Quentin, si jamais on aurait pu imaginer ce qui est en train de se passer. On va pas non plus tomber dans l'autosatisfaction, mais si on reprend et on réécoute le podcast sorti le 24 septembre dernier, 24 septembre, hein, qui faisait suite à la victoire, donc épisode 93 de Brestonner, qui faisait suite à la victoire contre Lyon. Si vous allez à la minute 44 du podcast, on commence à se demander, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer cette année? Et Yann est assez clair sur le sujet. Je ne veux pas vous passer l'extrait parce que vous pourrez aller écouter si vous le souhaitez. Mais Yann, tu dis, hein, texto, que tu veux pas parler de Ligue des Champions à ce moment de la saison, mais que s'autoriser à rêver d'une place dans le top 6, top 7, c'est quelque chose qui semblait enfin, qui semblait possible à tes yeux. Et tu avais vu juste. Finalement, ça fait 5 ans qu'on fait ce podcast et ça fait 5 ans où on débriefe, on donne nos avis et tout, mais on n'a jamais vraiment parlé de notre histoire de supporter un peu. Et je m'en suis rendu compte juste en préparant le podcast, mais quelque chose qui est assez fou, c'est que moi, mon premier match à Francis Leblay, c'était le 1er mai 2004. Victoire 3-0 face à Beauvais. Ça fait 20 ans. C'est possible que mon premier soit le même aussi. Mais c'est quand même quelque chose d'important parce que ça fait 20 ans qui finalement, nous, faut le dire, c'est dit dans le générique, c'est bon de supporter le Stade Brestois parce qu'on fait partie de cette génération un peu bénie. On a connu que le Stade Brestois dans le football professionnel. On a connu deux montées. On va connaître une Coupe d'Europe. Mais je me souviens encore, le soir de la montée en Ligue 2, j'étais avec mes grands-parents qui, dans ce premier temps, me disaient que voilà, Brest de retour dans le monde professionnel, c'est normal. Flash forward, 2009-2010, je suis de nouveau avec mes grands-parents, avec mes parents pour la première montée.
Et je me souviendrai toujours de ce qu'ils me disent, c'est que une montée en première division, c'est une exception, c'est un souvenir exceptionnel et que finalement, à leurs yeux, ils n'ont jamais vécu quelque chose de mieux. Ils ne pensent jamais vivre quelque chose de mieux. Et si, et si, et forcément, c'est, ça paraît un peu cliché, mais avec quelques jours de décalage, certes, on est très heureux, on a très hâte de vivre ça, mais on a aussi une énorme pensée pour des gens qui ont supporté Brest pendant 30, 40 ans parce que c'était le club de leur ville, qui ont connu les galères, qui ont connu le club au fond du trou dans le monde amateur, qui étaient là et qui mériteraient d'être là pour la Coupe d'Europe. Ils le seront pas forcément. Nous, on le sera, mais c'est grâce à eux. Et moi, j'ai une énorme pensée pour ces gens-là. À l'issue du match, quasiment quelques minutes après, il y a eu un chant pour JP que les habitués de la tribune Quimper connaissent bien. Voilà, c'est important. C'est important. C'est pas juste notre histoire de là qui est en train de s'écrire. C'est celle de Brest, c'est celle des gens qui vont supporter Brest, c'est de gens qui supporteront Brest demain. Je pense que c'est difficile de se rendre compte à quel point c'est fondateur pour une identité de club, pour une histoire de club. Et tu as commencé le podcast en disant si vous nous écoutez en 2050, mais je pense qu'en 2050, des gens parleront encore de cette saison. J'espère que Et nous aussi, hein. c'est important. J'espère qu'en 2050, on sera toujours là pour pouvoir en parler, parce qu'on sera quand même pas non plus si vieux. Alors, moi, mon premier match, je vérifiais la date, parce que je me souviens du match, mais je me souvenais pas de la date, c'était le 17 janvier 2004. Donc juste quelques mois avant vous. Donc finalement, on est de la même génération de tribunes également. Et comme tu as dit, Yann, si on doit parler un petit peu de notre parcours du supporter, c'est vrai qu'on a beaucoup connu, finalement, on a connu des années plutôt fastes du Stade Brestois par rapport à nos anciens et nos aînés qui, eux, ont connu des périodes un petit peu. Certains ont même pas connu le Stade Brestois professionnel pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Donc on a cette chance-là. On a quand même commencé avec le national, hein. Je pense aux jeunes qui ont aujourd'hui entre 7 et 20 ans et qui connaissent Brest, bah, qui vont peut-être aller au stade pour la première fois, pardon, soit en Ligue 1, soit en Coupe d'Europe. C'est génial pour eux. Nous, ça a été les années de Ligue 2, puis après la Ligue 1, la découverte de la Ligue 1, moi je me souviens, c'était quelque chose de dingue en 2010. Je l'avais toujours regardé à la télé, parce que forcément, la Ligue 1 à Brest, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 19 ans. Et je regardais tous les multiplex, je voyais des équipes comme Le Mans jouer en Ligue 1, comme Sedan, comme Grenoble, comme Boulogne-sur-Mer, des petites villes, et je me disais, bah, peut-être qu'un jour, le Stade Brestois aura le droit de jouer en Ligue 1, mais jamais de ma vie, en fait, je me suis dit que Brest pourrait aller jouer en Europe. Je me suis toujours mis dans l'idée qu'il y avait un plafond de verre qui serait certainement impossible à dépasser, tant les clubs comme, bah, je sais pas, Marseille, Lille, Lyon, etc., étaient compétitifs, encore moins dans une Ligue 1 18, encore moins, hein, vraiment dans une Ligue 1 18 où j'avais déjà très peur pour le maintien. Je pense que si on reprend le podcast de pré-saison de cet été, je disais que l'objectif principal c'était le maintien et que c'était pas forcément gagné d'avance. Et donc, déjà de connaître la Ligue 1 avec Brest en 2010, c'était dingue. J'ai des souvenirs absolument fous du match contre Saint-Etienne avec le but de Lischka et de Poyet. La victoire contre Rennes, la dernière en date avant celle de dimanche, avec bah, la frappe de l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom et de Bruno Grougy qui marque le deuxième but. Et après, il y a la descente en Ligue 2, les années Dupont, les années un peu galères. Et finalement, c'est un petit peu l'arrivée de Lorenzi comme directeur sportif et de Denis Le Saint, qu'on salue, Denis, dans ce podcast bien sûr, à la présidence du club, qui a remis tout ça un petit peu en marche et tout doucement, petit à petit, étape par étape. Vous vous souvenez du nombre de joueurs qu'il y avait à l'entraînement, avec le premier entraînement avec Furlan? Quentin, je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on avait échangé avec des gens du club il y a quelques temps, qui nous expliquaient un petit peu comment s'était passé cette reprise avec Furlan qui avait qui avait menacé de se barrer parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures et quasiment aucun joueur. Bah voilà, aujourd'hui où on en est, grâce au travail de personnes compétentes, chacun à son poste, chacun à son, parce qu'on peut pas dire que le Stade Brestois joue de chance pour se qualifier en Coupe d'Europe. Tu te qualifies pas en Coupe d'Europe sur une saison de Ligue 1 par hasard et avec de la chance. Donc je pense qu'on peut sincèrement et honnêtement remercier les différents acteurs. Et on a une pensée évidemment pour, tu l'as dit déjà Yann, les supporters qui ne sont plus là peut-être pour le voir, mais également pour tous les joueurs qui sont passés par le club et certains qui nous ont marqué plus que d'autres et qui continuent d'encourager le club et de suivre le club au quotidien. Je pense à Gauthier Larsonneur qui, je sais, suit ça avec beaucoup d'attention et qui va certainement remonter avec Saint-Etienne. On sera très heureux de le revoir. Quentin Bernard, évidemment, qui est absolument comme un fou pour suivre l'aventure brestoise et Aris Belkebla, plein d'autres. C'est la grande famille du Stade brestois qui est heureuse en ce moment. Oui, ça montre aussi à quel point le club marque, ce qui est quand même assez agréable. Je pense qu'on a un club avec une identité qui est assez forte. Et
quand on voit un peu tous les clubs qui partent sous pavillon étranger, même des Bordeaux qui sont toujours français, mais qui partent un peu à la dérive, c'est quand même très très agréable d'une part de supporter un club comme Brest, qui est un club sain. Grégory Lorenzi le rappelait hier dans l'afterfoot, mais c'est bien d'avoir un président qui préside, un directeur sportif qui s'occupe de tout ce qui est sportif, un entraîneur qui entraîne, des joueurs qui donnent tout sur le terrain, et finalement, il faut pas dans le football actuel professionnel, c'est presque une exception, le Stade Brestois, ce qui est un peu fou de se dire, de se dire que un président qui préside, c'est dingue, tu vois, c'est assez fou de se le dire, et c'est quand même très très agréable d'une part de supporter ce club, mais encore plus quand il nous offre des émotions, et c'est pour ça qu'on supporte un club, finalement, c'est pour des émotions, c'est pour vivre des choses qui dépassent l'entendement. Même nous, on n'est pas, c'est pas normal, on va dire, de vivre une saison pareille, mais rien que on n'était pas encore, on était très très loin de penser vivre une saison pareille, mais la première victoire contre Lens, rien que ça nous aurait fait un match de fou, un match référence pour cette saison, et finalement c'est peut-être pas dans le top 5 des matchs du Stade Brestois cette saison. C'est dire à quel point la saison est extraordinaire. Et moi, j'ai régulièrement quand même dit que mon rêve, c'était de voir soit le Stade Brestois en finale de Coupe de France, ou bien en Europe, ou les deux, évidemment, naturellement, maintenant qu'un de ces rêves est barré et checké sur la liste. Je suis actuellement en train de vivre un vrai rêve, et c'est vrai que on se dit souvent, enfin moi de mon côté, je me dis souvent que pourquoi pas nous, quand on voit des belles surprises, des beaux parcours de clubs en France ou bien même en Europe, des Fribourg qui font une saison folle, des Aston Villa, des Gérone, des Stuttgart, des Bologne, et plein de clubs comme des Toulouse, des Nantes là qui vont loin en Coupe de France. Voilà, pourquoi pas nous. Et puis une saison, il suffit d'une saison pour que ça se boutique bien. Et encore, me permets de te couper, mais les clubs que tu as cités, j'ai l'impression que c'est des clubs qui sont encore plus armés que nous. Gérone avec le City Group derrière, peut-être pas Bologne, mais que ce soit Stuttgart ou pour être allé à Stuttgart déjà quand tu vois les infrastructures, la taille du stade, les terrains d'entraînement, les terrains de jeunes, Aston Villa, quand même un club anglais qui est imprégné de Première Ligue depuis des années, avec des joueurs on les a vus contre Lille, qui sont absolument dingues, notamment devant. L'exploit brestois, il est monumental. L'exploit brestois, il est vraiment dingue. Ouais, quand on voit les infrastructures, le centre d'entraînement, même je pense l'organigramme, il y a pas vraiment il y a une cellule de recrutement qui est assez minime, on va dire. Voilà, c'est un tout. Je pense pas on soit avant-gardiste sur quoi que ce soit. On peut pas dire que Brest innove dans sa recherche de la performance, on va dire. Mais Brest est un club sain, ce qui est déjà une très bonne chose et une chose très agréable par rapport à la pérennité du club. Même quand, malgré la qualification en Coupe d'Europe, personne ne se dit autour de cette table entre guillemets, puisqu'on est on est à distance, mais personne ne se dit à Francis Leblay qu'on va voir un directeur sportif qui va dépenser des sous qu'il n'a pas, qui va donner des contrats à des joueurs qui viendront une saison en Ligue des Champions et puis qui repartiront une année après. C'est vraiment un tout qui nous rend heureux d'être des supporters du Stade Brestois, chose qu'on a eu un peu plus de mal peut-être à faire au début des deuxièmes années du pont, on va dire. C'était quand même pas très agréable. On se faisait chier au stade. On jouait sur une pelouse qui était à moitié pelouse, moitié sable. On avait des joueurs qui étaient là, mais est-ce qu'ils avaient vraiment envie d'être là? Mais sur ces cendres, on va dire, le club a été repris par quelqu'un qui aime profondément le football. Déjà, c'est comme assez important, qui va toujours au stade le dimanche voir les gars les gars de Saint-Yves de Bourg-Blanc en football régional. Donc c'est quelqu'un qui aime
profondément le football, qui a quand même donné un poste à Grégory Lorenzi alors qu'il était totalement novice dans le domaine, hein, qui sortait d'une carrière de joueur presque directement. Hop, il a pris le rôle de coordinateur sportif avec 8 joueurs, hein, puisque ils aiment beaucoup le rappeler qu'il y avait 8 joueurs au début de l'entraînement de l'époque Jean-Marc Furlan. Et depuis, mais le club n'a fait que progresser. Et évidemment, la qualification en Coupe d'Europe est une importante étape, mais finalement, on se dit où s'arrêtera-t-il? Alors peut-être qu'il s'arrêtera à cette qualification en Coupe d'Europe. Peut-être qu'on est en train actuellement de vivre l'apogée du Stade Brestois à travers ces 2 saisons, puisque évidemment, on est obligé de lier cette saison à la suivante qui sera en Coupe d'Europe et qui sera aussi mémorable que celle qu'on est en train de vivre. Mais c'est possible aussi que le club devienne on va dire un des meubles de la Ligue 1 d'ici 5 ans. Ça fait quand même 5 ans maintenant que le club est en Ligue 1. Pourquoi pas 5 ans supplémentaires, hein, Oui, bien sûr, Brest est, on va dire, dans notre esprit condamné à faire l'ascenseur, un peu comme un club comme Caen. Mais pourquoi pas ne pas rester en Ligue 1 sur 5, 10, 15 ans, hein, finalement. Pourquoi pas? C'est pas non plus hors de propos de le penser. Et pourquoi pas devenir aussi un club du top 10, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas le budget actuellement qu'on pourra pas l'avoir dans 5-10 ans. C'est peut-être le début d'une aventure encore plus incroyable autour du Stade Brestois. C'est peut-être aussi la Coupe d'Europe sera peut-être une étape difficile à passer avec 8 matchs supplémentaires et des joueurs qui sont déjà dans le dur après 30 journées. Comment ça se passera après avec 8 matchs en plus l'année prochaine? Si ça se trouve, ce sera la saison prochaine sera la saison de la descente. On ne sait pas. Mais c'est aussi ça le quotidien d'un supporter du Stade Brestois. Il y a des hauts, des bas, et là actuellement on est en train de vivre un haut que vous l'avez si bien dit, que beaucoup de gens et même tous les gens n'ont jamais vécu au Stade Brestois. On ne sait pas trop comment vivre ça, comment réagir à cette qualification en Coupe d'Europe. Pour moi, la Brest en Coupe d'Europe, c'est uniquement sur les jeux vidéo. Brest Real Madrid, on faisait ça quand on avait 10 ans, mais on ne pensait jamais le voir en vrai. Et pourtant l'année prochaine, Brest Real Madrid, ce sera peut-être une affiche de la vraie Ligue des Champions, la vraie. On verra ça avec nos propres yeux à la télé. Pierre Lesmelou contre Aurélien Tchouaméni, contre Camavinga, contre Vinicius, contre Mbappé, contre des joueurs comme ça. Et l'année prochaine, il y aura un podcast, le podcast 120, où on se demandera comment Brest peut battre le Real Madrid. Et là, il faudra se poser les bonnes questions parce que les réponses actuellement sont pas évidentes. Et là, moi, je sais pas comment tu fais. Moi, j'arrive pas à me projeter même sur la saison prochaine ou même à 10 ans. Et par contre, je voudrais juste compléter ce que tu disais. Non seulement c'est Brest qui va en Coupe d'Europe, mais c'est un peu notre Brest. C'est-à-dire qu'on n'est pas un de ces clubs qui a été racheté par des gens qui ne sont pas du coin. On n'est pas avec un staff qui vient de nulle part. Enfin, faut voir avec quels hommes on va en Coupe d'Europe. On va avec Bruno Grougy qui est là depuis 15 ans. On va avec Yvan Bourgis qui est là depuis 20 ans. Greg Lorenzi, il était joueur avant, il est là depuis 15 ans. Les intendants, ils sont là depuis des années et des années. Le président, il est là depuis 20 ans. Enfin, c'est vraiment, je reprends leur slogan parce que je le trouve génial. Cette Coupe d'Europe, c'est avec les Brestois, pour les Brestois. Et ça, c'est important dans le monde du football actuel. Vous regardez toutes les autres équipes qualifiées en Europe, je pense qu'on est quasiment le seul. Et pourtant, je suis pas très sensible à ce tribalisme. Mais pour le coup, c'est une exception dont il faut être fier, qu'il faut revendiquer. Et peut-être que c'est le plafond de verre du club. Peu importe. Mais finalement, ça récompense, comme on le disait, 50, 70 ans d'un club qui a été et qui est toujours aujourd'hui farouchement brestois. C'est-à-dire qu'il y a certains clubs, tu peux changer de ville, tu vas pas sentir une différence d'ADN. Ici, tu vas à Brest, tu parles avec les gens qui sont autour du stade brestois, c'est Brest. Point. Et c'est ce Brest-là qui va en Coupe d'Europe. Et c'est un immense plaisir, c'est même un privilège. Il faut vraiment s'en rendre compte, c'est un privilège. Et peu importe ce qui se passe, peu importe. Et il y avait une question qui a été posée par l'équipe sur les réseaux sociaux pour savoir si c'était le plus grand exploit du football français au XXIe siècle, même si évidemment ce qu'a fait Montpellier, je pense que ça restera au-dessus, parce que quand tu es champion devant le PSG déjà le début, même si ce n'était que le début de l'ère Qatari, ça reste extraordinaire. Mais mis cela de côté,
Je pense qu'on est largement sur le podium, hein. Je vois pas d'autres. Il y a d'autres équipes qui ont eu des épopées comme ça en championnat. Je pense à Sedan. Il y a eu Nancy une année qui finit quatrième ou cinquième, je sais plus exactement, et qui Ouais, Auxerre aussi. Auxerre aussi. Et encore Auxerre, au moment où il se qualifie pas avec des champions, c'est un club qui a déjà connu. Attention, Auxerre, c'est un club qui a connu l'Europe sur les années précédentes. Sur Auxerre, faut aussi préciser que les 4 saisons précédentes, ils font un top 10 assez facilement. Et je crois qu'ils font même un top 5 2, 3 ans après. Enfin, moi, vraiment, je nous mets deuxième, Ah oui, juste bien sûr. devant, juste devant Nancy. Faut pas oublier Nancy 2004, termine quatrième avec des semi-habiles. Mais voilà, il termine quatrième, il s'écoule au fur et à mesure. Là où ça, c'est aussi fabuleux. Et quand on l'a dit, c'est du début à la fin. Il n'y a pas Ouais, eu c'est un ça. moment de la saison où on s'est dit merde, on retombe dans le travers, on a un peu honte. Non, Il y a rien, vraiment, il y a rien à jeter en fait de cette saison finalement. Quand on fera le bilan, Quand on regarde, au final, on a presque des regrets. On se dit qu'on aurait pu avoir des points en plus que des points en moins. bah, je pense que je Et, dirais pas et regret à un parce que moment- ce serait trop fort pour Non, nous. non, bien sûr, c'est pas des regrets, mais quand on fait le bilan de la saison, On je mérite pas pense qu'on moins. peut légitimement dire on aurait pu avoir 2 points en plus à Clermont, par exemple, un point en plus contre Paris ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a plus de matchs où Brest aurait mérité mieux que l'inverse. Sans refaire l'histoire, naturellement, parce que ça Après ne sert voilà, à ouais, rien. c'est aussi l'histoire d'une saison parce que c'est vrai que si tu, enfin je sais pas, si tu prends le penalty sifflé à ce moment du match, effectivement, mais après est-ce que ça le match se goupille pareil, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais dans le fond je suis d'accord avec toi. Si on devait faire un bilan en fin de saison, on le fera très certainement dans 3 semaines à peu près. Brest sera la façon à la place où terminera, ce sera la place que le club aura mérité, mais probablement que s'il manque un point ou deux pour la Ligue des Champions par exemple, ou pour la troisième place si on est derrière Lille à un point ou deux. Là, peut-être qu'effectivement, on se dira, bah, c'est vrai que ce point à Clermont, ce penalty pas sifflé à Clermont alors qu'on mène 1-0, bah, il nous coûte cher. Cette main d'Obrienne à Lyon, elle nous coûte cher. Ce penalty contre le PSG, qui je pense, moi, était mérité, hein, mais peut-être n'est pas sifflé dans l'autre sens, peut nous coûter cher aussi. Mais on va pas vivre. Je pense qu'il faudra pas du tout rester dans cette idée de regret cette saison et simplement garder uniquement les bonnes, les très bonnes et les excellentes choses qui ont été faites. Et voilà, je sais même pas si vous me demandiez là maintenant mes meilleurs moments de la saison. Généralement, si tu me demandes ça sur les 2, 3 années précédentes, tout de suite, il y a 2, 3 matchs qui me viennent en tête. L'année dernière, c'est le match contre Auxerre, le match du maintien. Les années d'avant, tu avais le match contre Lille où on gagne 3-2, le match contre Lorient qu'on gagne 3-2 aussi. Cette année, faire une hiérarchie des meilleurs moments, bah, j'ai l'impression que chaque week-end après week-end, on en rajoute en fait des émotions. Donc c'est très très dur. Et même pareil, sortir un joueur ou deux, c'est compliqué. Ils ont tellement été héroïques. En tout cas, les 13-14 qui ont joué régulièrement ont été tellement réguliers, efficaces, fiables lorsqu'ils ont joué que finalement c'est une mayonnaise qui a été extrêmement bien montée par la direction et qui avait un extrêmement bon goût. Ouais, vraiment, il faut se rendre compte aussi que il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs et on est là à parader. On s'est qualifié en Europe. Il y a beaucoup d'équipes, des Lens, des Marseille, des Rennes, qui sont encore plein dans la course et qui vont se demander si eux joueront l'Europe l'année prochaine. Alors que nous, on va regarder, c'est toi qui le disais, on va regarder le Lens-Lorient là, vendredi, petit cocktail à la main à côté, main dans le slibard et on va se régaler. Mais là, c'est Eric Roy qui le disait très justement. L'année dernière, à 3 matchs de la fin, c'était le maintien qu'on confirmait. Aujourd'hui, c'est la Coupe d'Europe. Qui êtes-vous, Eric Roy? Qu'avez-vous fait? Ah oui, c'est même plus un entraîneur, c'est un magicien. Qu'avez-vous fait? Parce À un que moment donné, là, c'est quand même fort entre eux, parce qu'il y a quand même un fossé entre maintenir le club, le faire perdurer en Ligue 1, le pérenniser, le faire progresser et le qualifier, enfin, être encore le 30 avril, début mai, à être troisième de Ligue 1. Alors que derrière toi, t'as Lille, t'as Rennes, t'as Lens, t'as Marseille, t'as Lyon. J'aimerais moi savoir, bah, il va pas le dire et puis il est assez modeste. J'ai l'impression Eric Roy, il met vraiment en avant bah, ses adjoints. ce qui est encore un truc paranormal, ça, de prendre un mec qui a pas entraîné depuis 10 ans et au final, c'est lui qui te fait passer de maintien à Coupe d'Europe en 18 mois. Mais ouais, c'est vraiment un homme qui mérite le chant et les tifos qui ont été concoctés. on ne parle pas d'une qualif à l'arrache à la dernière journée sur des résultats positifs. On a roulé sur le championnat. Mais c'est ça, Brest n'a jamais été en dehors des positions européennes cette saison. Point. C'est tout. C'est tout. Je crois qu'on a été septième une fois.
Si Paris gagne une Coupe de France, voilà. Ouais, c'est ça. On a été septième à un moment de la série de 3 défaites. Mais ça veut dire que même en perdant 3 matchs, t'es encore septième. Donc t'es absolument jamais largué. Et t'as jamais. On n'a pas prononcé cette année, finalement, sauf au début de saison, évidemment, quand le championnat n'était pas commencé, on n'a jamais parlé de maintien. Enfin, c'est jamais quelque chose qui nous a. Ça a été extrêmement vite réglé, cette histoire. Et justement, quand est-ce que vous avez commencé à vous dire que, un, Brest pourrait jouer la Coupe d'Europe, et deux, finalement, quand est-ce que vous aviez la certitude que Brest allait la jouer? Bah, la certitude, moi, je l'ai eu dimanche à 19h05 sur le but de Brassier. Voilà, parce que je suis d'une nature assez pragmatique et pour moi, tant que mathématiquement c'est pas fait, et justement, on n'a pas raconté notre histoire de supporter avec des années un peu pourries pour rien, hein. Moi, j'ai tellement souvenir de matchs qui m'ont un peu traumatisé et on est nombreux, hein, vous aussi, la période en 2017 où on est sur le podium, voire leader de Ligue 2 quasiment toute la saison. Et je me souviens d'un déplacement à 3, ça fait 7 ans, je crois, jour pour jour, il y a quelques jours là où on perd et finalement on monte pas. Donc moi, tant que c'est pas fait, c'était pas fait. Après, quand est-ce que j'ai cru que c'était jouable? Bah, je réécoutais justement le podcast qu'on a sorti le 1er janvier 2024 où justement qu'on avait intitulé Brest peut-il rêver d'Europe? Et pour savoir un petit peu exactement ce que j'avais dit. Et je disais qu'on n'avait absolument aucune raison de se priver de rêver. Donc pour moi, je pense que c'est quand on était à Nantes, Yann, quand on était à Nantes et qu'on gagne à Nantes, on en discute en sortant. Pour moi, à ce moment-là, je me dis que la saison, elle est différente, qu'on est en train de battre toutes nos bêtes noires et que c'est peut-être pour cette année. Quand est-ce que j'étais persuadé qu'on allait se qualifier pour la Coupe d'Europe? Je dirais après le match contre Lorient, le match retour bien sûr, où là on sentait quand même que tous les feux étaient ouverts et en plus les adversaires directs commençaient à perdre des points aussi. Euh, Après, quand est-ce que j'ai commencé à croire à la Coupe d'Europe? Alors moi, je suis beaucoup plus optimiste que toi, Fange de nature, hein, évidemment. Euh, c'est compliqué à dire, mais Après le match de Lens. non, mais quand même, je pense assez tôt dans la saison, parce qu'en fait, on voyait très bien les prestations que sortait l'équipe et on voyait la régularité au fur et à mesure des semaines. Alors évidemment, j'ai toujours mentionné que j'avais très très peur que ça s'arrête en fait, parce que on était en train de vivre un rêve et en tant que supporter brestois, on avait été vacciné on va dire au bonheur sur une saison. Naturellement, en Ligue 2, c'est une chose, mais le faire en Ligue 1, c'est une autre. Évidemment, on a l'exemple 2010, c'est évidemment un contexte totalement différent, mais on était plus dans cette optique-là où après 10-15 journées, le Stade Brestois commençait à marquer le coup et finalement le championnat allait reprendre ses droits dans le sens où les clubs un peu plus huppés, avec un peu un budget et un effectif un peu plus élargi, allaient reprendre le dessus sur des clubs comme Brest, hein, comme Reims aussi, qui faisait un bon début de saison. Et finalement, semaine après semaine, on voyait que le Stade Brestois était là, présent. Chaque match était finalement maîtrisé. On sentait qu'il y avait quelque chose autour de cette équipe, hein, qui ressortait de très très positif et clairement, tu l'as dit, on sentait que c'était une saison différente de ce qu'on pouvait avoir connu avant. Maintenant, je n'arriverai pas à dire, je pense, un point précis, mais après le match de Lyon, je pense que je suis d'accord avec Yann. Je sais pas si tu as écouté le podcast en entier. Fanche, je sais pas trop ce qu'on dit nous de notre côté, mais je pense que Bah, mais, je vous contredis pas, mais je dis, moi, je tempère quand même en disant que, voilà. bien sûr, t'es dans ton rôle, À un moment, bien sûr. Bien moi, sûr. dans ce podcast du mois de septembre, je dis déjà qu'un top 10 serait déjà extrêmement bien, mais que l'objectif de la saison restera le maintien, quoi qu'il arrive. Et Yann et toi, vous êtes quand même plus. Ouais, je pense que ça doit être autour de cette période-là, mais vraiment, moi j'étais pas trop dans l'optique de regarder très très loin. Ça a toujours été un rêve de jouer la Coupe d'Europe, mais j'étais un peu plus dans l'optique de l'entraîneur, on va dire banal de Ligue 1, qui disait qu'il fallait faire des bonnes prestations, et si tu faisais des bonnes prestations, tu allais avoir des bons résultats, et si tu allais avoir des bons résultats, tu aurais une bonne place au classement. Et écoutez, depuis, bon, ça se passe plutôt bien.
Ça gaz. Je crois que les joueurs ont fait de bonnes prestations, ils ont eu des bons résultats et ils vont finir à une bonne place au classement. Donc c'est vraiment un rêve hein, pour moi qui va se matérialiser avec potentiellement des déplacements à faire en Europe quoi, pour suivre le Stade Brestois. Et même des déplacements à domicile. Eh oui, c'est la nouveauté. Oui, ne viens pas foutre la merde dans ce podcast exceptionnel là. Putain, c'est fou de voir ça. Par contre, quelqu'un qui n'y croyait, qui croyait assez peu finalement à cette qualification en Coupe d'Europe, voire en Ligue des Champions, c'est Denis Le Saint. Je crois que t'as un petit son, hein, on aime bien le rappeler. Oui, quand Denis Il est Le Saint toujours très marrant. avait été interrogé le 17 janvier par France Bleu Brésil sur une éventuelle qualification. Alors, c'était, pour être tout à fait honnête, si on lui parlait de la Ligue des Champions, mais le ton, alors vous n'avez pas l'image, vous, mais bon, il regarde en l'air, les yeux, l'air de dire vous me cassez les pieds avec votre question. Et voilà ce que ça donne dans les faits. Vous rigolez, quoi. Faut être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux. Et oui, monsieur. Vous rigolez ou quoi? Ah, c'est génial. Et quelques mois plus tard, Denis Le Saint va toucher un chèque monstrueux de la part de l'UEFA. Il va aussi devoir sortir des chèques monstrueux, malheureusement pour lui. Je pense que ça aussi, ça va lui faire bizarre. Et c'est ça d'être un grand club, Denis. Président d'un club qui va jouer avec des champions, mon cher Denis. Hein. Alors, peut-être pas la Ligue des Champions, mais en tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle où on parle, c'est effectivement la Ligue des Champions. Il reste 3 matchs. 3 matchs qui, sur le papier, sont pas les matchs les plus compliqués. Plus accessibles que les 3 derniers. Ouais, plus accessibles. Brest, en plus, cette saison, contre les équipes de seconde partie de classement, même si Toulouse est en forme en ce moment et un peu entre les deux, performe bien. Hein. Je crois que c'est la meilleure équipe de Ligue 1 contre les équipes dites mal classées. L'objectif, c'est quoi pour vous, là, maintenant, très rapidement, peut-être avant qu'on passe à la petite fin et ce que Yann avait prévu pour nos pronos Coupe d'Europe? C'est quoi? C'est absolument rester sur cette 3e place ou une 5e place vous décevrez-elle maintenant ou peu importe finalement ce qu'il y a, vous prendrez ce qui arrivera? Et pourquoi pas chercher la deuxième? Pourquoi pas chercher la deuxième aussi, ouais. Après, moi, enfin, c'est parce que le trophée des champions. Le calendrier de Monaco me semble assez favorable aussi pour eux. Ils reçoivent 2 fois, notamment Clermont. Donc, c'est quand même plutôt des points qui sont, a priori, bien sûr, assez accessibles. Mais bon, après, le foot est fait de choses assez lunaires. On voit bien avec la saison du Stade Brestois. Moi, pour le coup, je suis vraiment partisan d'essayer de viser le top 3. Parce que déjà, la 5e place, 5 points d'avance sur Nice à 3 matchs de la fin, ce serait vraiment qu'on a été très mauvais sur la dernière ligne droite et eux très bons. Ils vont notamment recevoir Lyon, si je dis pas de bêtises. Ils vont se déplacer à Lille, pardon, et recevoir le PSG. Donc calendrier pas évident pour les Niçois. Et surtout éviter cette 4e place qui nous rajouterait soit 2, soit 4 matchs dans le meilleur des cas, ou le pire c'est selon, au mois d'août prochain. Et plus les 8 qui viendront ensuite, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, ça ferait quasiment une demi-saison en plus par rapport à celle-ci. Pour une équipe comme Brest, ça ferait vraiment, vraiment trop à mon sens. Moi, j'ai pas d'avis. Je vais juste reprendre la ligne défendue par plusieurs joueurs, que ce soit publiquement ou en privé. C'est que le boulot n'est pas fini. Eux, je pense qu'ils sont vraiment dans une perspective Ligue des Champions ou rien. Et on leur a fait confiance toute la saison. Je vais leur faire confiance 3 matchs de plus. Franchement, là, il y a à la Ligue des Champions, entre guillemets, il faudrait quand même pas un miracle, mais de contre-performance brestoise pour que Nice arrive à revenir. Après, moi, je suis pas contre la 4e place, surtout pour retrouver le Stade Brestois le plus rapidement possible, en fait. C'est vrai que là, on est presque en manque du Stade Brestois. On se dit que quand on arrivera à mi-juillet, on aura envie du Stade Brestois, on aura envie de revoir cette équipe et surtout en Europe. Hein, le premier match de la saison sera un match européen si on finit 4e. Ouais, mais faut voir moi je vois sur le long terme parce que de toute façon l'Europe on la verra, donc je veux bien patienter un peu plus et pas me griller tout de suite, quoi. Ouais, après c'est une réflexion que j'entends parfaitement, hein, mais d'un point de vue purement supporter, on va dire, et pas voir à très long terme. Moi, la 4e place, j'aurais pas tellement de soucis avec. Si c'est la 4e, on la prendra quand même, hein, bien sûr. Ah oui, de toute façon, maintenant, on sera content, mais à choisir, tu vois,
à choisir. Tu vois, tu préfères la 4e place? Alors, c'est pas- Non, le plus haut possible, mais je serais pas contre la 4e place, quoi. Je dirais pas dans la bonne nouvelle, ce serait une mauvaise nouvelle. Je dirais pas, je me dirais pas ça, quoi. Contrairement à toi, je pense que toi qui dirais, bah oui, c'est super, mais du club, on va dire. Mais même au-delà de ça, c'est l'argent que te rapporte la Ligue des Champions dans une formule. L'argent. C'était 15 millions sur la mouture précédente. Là, on passe à 18, quasiment 19 millions d'euros qui tombent secs dans tes caisses sans avoir rien à faire à part juste dire coucou. Plus ensuite tous les revenus de droits télé liés au match auquel tu vas participer, aux revenus et d'éventuelles victoires. Alors, on va en parler ensuite des adversaires potentiels, mais tu peux maintenant, dans ces nouvelles formules aussi, imaginer pouvoir gagner des matchs en Ligue des Champions. Parce qu'avant, dans un groupe de 4 où tu te tapais 3 gros quasiment, c'était quasiment mort. Là, tu peux jouer contre des équipes qui sont peut-être pas inférieures à toi, hein, mais peut-être assez proches de ton niveau pour celle du chapeau 4. Il y a aussi des revenus qui seraient assez improbables pour le Stade Brestois et ce serait dommage de s'en priver. Et je compte également sur un Lille un petit peu. Ils sont en forme en ce moment, mais ils commencent un tout petit peu à tirer la langue d'après les camarades lillois. Et ils ont ce Lille-Nice là et le Lille-Lyon qui sont des matchs pas évidents à gérer non plus. Donc franchement, le plus haut possible et finissons 3e, ce serait magnifique. Et d'ailleurs, la victoire contre Rennes, importante, au-delà de la qualification en Europe, mais pour finir sur le Bah, podium. bien sûr. Terriblement importante. Évidemment, ça a été un peu oublié parce que évidemment la qualification en Europe a pris le pas sur la fin de saison, les classements en fin de saison, mais capital pour la fin de saison et la dernière ligne droite. Favori. Juste une chose, j'y pense avant qu'on passe à ça. La théorie du podcast, 2 matchs où ça va moins bien, on ressort un épisode, bam, on va gagner à Rennes 5-4. Alors, de rien tout le monde. Voilà. On prend les remerciements, n'hésitez pas à envoyer les invitations. Cette qualification en Ligue des Champions, c'est un peu la nôtre finalement. Oui. On parle, on avait prévu une petite dernière partie, ça fait presque 1 heure maintenant qu'on discute. Oui, moi ce que je vous propose, c'est que voilà, je casse le décor, je casse le mystère. On continue à le faire de notre côté, mais ça fera l'objet d'un épisode un peu à part, parce que je pense que ça va prendre 20-30 minutes, et finalement c'est plus un jeu là où le but de cet épisode 100, c'était de parler de ce que ça fait pour nous, le Stade Brestois en Coupe d'Europe. Donc je sais pas si ça vous va, moi je serais plutôt d'avis de faire nos pronostics, nos préférences juste après, dans un autre épisode qui sortira dans quelques jours, et d'en rester là pour cet épisode 100. Exactement. Merci Fanche, merci Yann d'avoir été avec moi pour ce 100e épisode. Et oui, c'est 100e épisode Coupe d'Europe, Stade Brestois, Coupe d'Europe. Ça fait plaisir et vivement le 200e, on va dire. Et on espère qu'il n'y aura pas le 199e Bister et compagnie. Moi, j'ai déjà hâte au 101e, tu vois. C'est vrai. Merci à vous. Merci aux auditeurs, merci Fanche, merci Yann, et bien sûr, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, jusque-là ça nous a plutôt souri. Allez Brest, salut. Ça ne Brest pas Coupe d'Europe. Kenavo, allez Brest, fier représentant de la France en Coupe d'Europe en saison 2024-2025, on ne nous l'enlèvera pas.